Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM et sur le radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis, avec Lamine et Richard. Et puis pour cette nouvelle année, nous vous souhaitons une très bonne année. Nos meilleurs vœux de santé surtout pour vous et vos proches. Et portez-vous bien. Et on vous attend tout de suite au 04 91 08 28 10 et 04 91 08 28 10. À tout de suite. Merci beaucoup, merci Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux de vous retrouver après nos quelques jours de vacances. Et puis tout simplement vous dire bonne année, vraiment tous nos vœux de bonheur, de santé, de prospérité, avec une très bonne santé inépuisable. Et oui, c'est le moment de parler de cette bonne santé, d'autant plus que Richard, on risque dès demain de rentrer dans une phase encore de couvre-feu dès 18h. Donc cela veut dire la maladie est là et encore elle est là. Donc voilà, yal nañ ci yàlla musal, yal nañu yàlla dimbali lépp loo leen bëgg rek, yal nañ ko yàlla defal te aar leen, sàmm njaboot yi. ñëpp ñu feebar yal leen yàlla yëkkati, ñi nekk ci hôpital yi yal leen yàlla génne. Et puis vraiment que chacun, que tous ses vœux soient exaucés. Voilà, malheureusement, l'année commence très, très, très mal. Mais voilà, nous, voilà, on a des vœux. Ben, on essaie tout simplement de vous souhaiter le meilleur. Voilà, donc Richard, on a fini l'année donc très bien avec un invité de marque, Mame Matar Gueye de Jamra. Et nous allons commencer l'année aussi avec un invité de marque, un grand journaliste, le journaliste Adama Gueye. Donc Adama Gueye sera aujourd'hui notre invité et vous saurez beaucoup de choses parce qu'avec lui, on en sait toujours des choses, on apprend des choses, notamment même au Consulat général du Sénégal à Marseille. Mais bon, avec tout ça, on va en discuter avec le journaliste Adama Gueye d'ici une quinzaine de minutes. Voilà, donc en attendant, si vous avez envie de faire des vœux, il n'y a pas de souci, donc vous pouvez venir donc, présenter vos vœux. Mais sachez que voilà, nous continuerons comme on le fait chaque samedi, vraiment de discuter, de dialoguer, d'échanger pour le bien du pays, pour l'intérêt général.
donc, du Sénégal. Nous ne sommes pas là avec des problèmes crypto-personnels, comme les gens me disent souvent que c'est une émission à problème. Non, c'est Radio Galère. Et on essaie tout simplement de sortir, en tout cas d'essayer de sortir les Sénégalais de la galère. En tout cas, voilà, nous voulons souhaiter une très, 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 très bonne année. Et puis, dédicace à nos amis qui nous écoutent depuis le Sénégal. Donc, je pense à Grand Issandoy. Donc, je pense à Tonton Iboumbey, donc depuis le Sénégal, qui nous écoute. À Poupon aussi, donc, qui a quitté en masse pour le Sénégal. Donc, boy, nous l'avons dédicacé aussi. Gilzo depuis l'Espagne. Hein, j'ai appris qu'il neige là-bas. Notre capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, le basketteur Matarli depuis le Canada. Voilà, donc, sans oublier bien sûr nos chroniqueurs habituels, nous nous souhaiter une très bonne année. Voilà, sans oublier aussi nos amis de Diaspora deuxième mi-temps le dimanche. Donc, Mamadou Ndiaye et puis El Hadj Moussa, Grand Moïse. Donc, nous nous souhaiter une très, 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 très bonne année. Voilà, donc, Richard, qu'est-ce qu'on va faire? On va écouter un tout petit peu de musique, le temps donc de prendre notre invité. Mais et puis aussi, il y a que Marseille, bon, nous lim pas, mais nous grand Abdoulaye Dioum, il y a dédicacé, voilà, avec vos amis, en tout cas vos salariés de l'atelier, et puis aussi vraiment on va dire nos soutiens à tous ces restaurateurs, Richard, à tous ces travailleurs indépendants qui sont en train de galérer. Voilà, vraiment, nous voulons dire Massaouba, voilà, du courage. C'est pas facile, ce n'est pas évident, mais sachez que nous sommes aussi de tout cœur avec vous. Voilà, donc Richard, un tout petit peu de musique, non? Oui, tout à fait, oui. Allez, on y va. Voilà, mais sama gars aussi, les amis du président de la République ici dans la juridiction, je ne vous oublie pas. Mon ami le grand Aldo, je pense donc que Cheikh Ndiaye, Grand Dramé, Biran Diallo, Samba Doucouré, voilà, mon ami là, le groupe. Grand Ndiogu, certainement, apparemment, on dit que tu vas transhumer vers le parti du président de la République. Bon, voilà, c'est un débat, apparemment. Voilà, il y a un gars, il y a un kibir, voilà, donc je pense à vous tous. Et puis aussi, je pense à mon ami depuis le Sénégal, donc Ablaye Ndiaye, donc un des big boss de Sénégal. Voilà, il y a un kibir, gars. Et puis Richard, un tout petit peu quand même de tristesse en ce début d'année. J'ai été vraiment très touché par des décès. Voilà, donc je pense à la dernière de la fratrie Richard de mon père. Donc ils sont tous partis. Il restait une seule, sa sœur, donc ma Badjan Bignone Diakhaté. Donc que la terre lui soit légère. Donc elle est partie. Je pense aussi à la dernière, enfin au dernier de mes grands-oncles, tonton Ahmad Sow, parti à 95 ans avant-hier. Voilà, donc Yenyep et toutes ces personnes-là, vraiment, Mangli Dialé Sen famille, Mangli Dialé Samay famille, en tout cas, toutes mes condoléances. Aussi, sans oublier l'ami de Khalifa Sall, Idrissa Diallo, le maire de Dalifort, qui est parti, et toutes ces autres personnalités. Richard, le Sénégal a perdu énormément de personnes. Donc, en 2020, nous avons rek affaire bi yem fi. Et puis aussi la mine dédicace à nos fidèles auditeurs, auditrices qui sont parfois discrets. Et puis la plus fidèle, mais qui n'est pas discrète, mais qu'on aime beaucoup, c'est Christine. Eh bien, tous nos voeux à Christine, mais aussi à Djedja. Une très bonne année à elle et de santé surtout. Sans oublier Thierno Dieng depuis Paris.
Voilà Richard, donc très rapidement on va aller au Canada prendre notre capitaine, l'ex-capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Matar Ly, qui a fait plusieurs Coupes d'Afrique et qui est notre spécialiste de basket ici, mais je pense que Matar Ly a viré et maintenant il nous parle beaucoup de politique. Est-ce qu'il est là Matar? Allô? Lamine, je Oui. suis bien là. Bonjour Matar, comment va? Non, tu dis le Canadien est là. Le Canadien est là. Mais en tout cas, boy, on te souhaite une très bonne année. Toi aussi, il y a Richard, il y a tous les Merci. auditeurs de Radio Galère. Hein. Merci. Vraiment, vous nous avez beaucoup manqué. Ben écoutez, de temps en temps, quand même, il faut qu'on prenne des vacances. Non, Lamine, toi, tu n'as pas besoin de vacances. Nous, on a besoin de toi. Donc, il faut être là tout le temps. Bon, Inch'Allah, Voilà. on essaiera d'être là tout le temps. Voilà, c'est bon. Et Richard, bonne année à toi aussi. Hein, et, Merci beaucoup, Matar. Bonne année à toi et à toute ta famille. merci. Alors, Samarak, noo gisee dëkk ba? Lamine, dëgg ba tas na. Ah, déet waay yow tamit. Hey, lan la madame Babi doon wax? Ton ancien prof de français. Ok, qu'est-ce qu'elle disait? Je sais pas, il faut appeler un chat, je sais pas, c'est ça? Exactement, l'appeler par son nom, ça ne va pas. Le pays va mal, Lamine. Le pays va mal. Et puis là, Lamine, tu sais que le président, il est en train de faire une campagne de vaccination qui va arriver. Hein? Ben, c'est normal quand même qu'on vaccine les gens quand on est malade ou quand on veut s'épargner de cette maladie, non? Lamine, tu vas te vacciner, toi, et tu vas vacciner ta famille? Ben, écoute, j'attends de voir un tout petit peu, mais s'il le faut, pourquoi pas? Lamine, je te le déconseille. Mais le problème, vous n'êtes pas des spécialistes et vous voulez déconseiller à tout le monde de se vacciner. Mais les gars, soyez sérieux. Lamine, écoute-moi bien. Moi, je comprends bien, actuellement au Canada, il y a une campagne de vaccination, whatever. Ok, c'est normal. Aux États-Unis, non. Parce que c'est des pays qu'on ramène. Lamine, le corona, ravage, c'est extraordinaire. Pour te dire que, à partir d'aujourd'hui, là, on va être en état d'urgence. Comment ça s'appelle ça? En confinement, c'est ça? Couvre-feu. Donc, confinement, oui, et puis couvre-feu, exactement. Le couvre-feu, c'est la première fois à l'histoire du Canada que moi, je couvre-feu cette année. Donc, ça veut dire la maladie, c'est du sérieux. Mais c'est du sérieux, hein? Ils le prennent vraiment au sérieux, sérieusement. Il n'y a pas cherché à midi à 14h. Mais ce que je veux dire, Lamine, comment se fait-il qu'au Sénégal, il y a à peu près 100 et quelques cas par jour? On dit, comme le président Macron, chaque fois, lui, notre président là, quand le président français fait quelque chose, lui il s'engage. Incroyable. Vous voulez dire qu'il fait que de la photocopie, quoi? Mais non, mais c'est une représentation française au Sénégal. Lui, il représente que la France. Lamine, je vais te dire une chose, je vais un peu parler là. Tu te rappelles des, comment dirais-je, des licences de pêche là qu'on a signées avec l'Espagne et la Chine et la France? Tout à fait. Mais Lamine, est-ce que tu sais que c'est le président du Sénégal qui a pris l'avion présidentiel qui est parti en France leur signer les contrats? Ça, c'est grave. Ah bon, c'est pas le ministre de la Pêche, Aly Ndoye? Non, c'est le président lui-même qui a signé les contrats, mon ami. Terrible, Lamine. Lamine, bon. Je vais te dire, le pays va mal là, franchement. Moi, je ne suis pas politicien. Hein? Vraiment, toi, tu me connais, Lamine. Je déteste la politique. J'ai voté Macky Sall en 2012. On s'est vu aux États-Unis, on a parlé, j'ai dit, hey, c'est le gars qu'on cherchait. C'est lui. Mais regarde comme il gère le pays maintenant. Maintenant, il n'y a plus d'Assemblée nationale. Hein? Le président, c'est l'Assemblée nationale, c'est le président, c'est l'avocat, il représente tout. Incroyable. Il représente tout. Ben écoute, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci pour ton entrée en matière. C'est une belle transition pour aller donner la parole au grand journaliste Adam Gueye et nous allons discuter de tout cela. Je voulais lui poser, je prends une minute pour lui poser une question seulement. Allez, vas-y. Lamine, je demande, comment se fait-il que le Sénégal a même accepté un colloque de 3 jours
pour parler de l'éducation sexuelle au Sénégal. Ça me prend la tête là. Je voulais qu'il me réponde sur ça, quoi, parce que vraiment, j'ai pas la réponse. Oui, mais tu n'as pas entendu le président de la République. Il a quand même balayé cette histoire quand même lors de la présentation de ses vœux. Mais comment il a balayé cette histoire? Si tu balayes une histoire, regarde, tu sais les gars là, bu ñu dugal lu bon dañuy cap-capal, dañuy ñëw dugal benn tànk xool su fekkee ni ça va ñu poussaat beneen tànk su fekkee ni ça va ñu pousse. Mais le programme même ici au Canada, le programme a été vraiment critiqué par les Canadiens eux-mêmes. Ils ne voulaient pas de ça à l'école. Mais nous regardons notre culture, nous yaré à tout. Oh, non, mais c'est du n'importe quoi là. Mais pose-lui la question que Maktar te demande. Le programme là, qu'est-ce que le programme là fait au Sénégal? Bon, ben écoute, c'est ma question. Il est à l'écoute, donc certainement il y répondra. En tout cas, merci beaucoup Matar, et puis on se capte plus tard. Inch'Allah Lamine, je souhaite à tout le monde une bonne et heureuse année. Yalna yalla wacce jamm, yalna yalla wacce xewal, yalna yalla defar lepp, yalna yalla musal ci mbass bi inshallah. Bon, alors en tout cas, merci Samara, jaajëf. OK Lamine, merci, bonne journée. Merci. Voilà donc Richard, nous allons immédiatement aller chercher notre invité. Comme je l'ai dit, c'est le grand journaliste Adama Gaye. Qui est l'un des journalistes africains le plus connus dans le monde, ancien directeur de la communication des pays de la CEDEAO, ancien directeur de la banque panafricaine Ecobank, c'est aussi un grand analyste politique. Donc, M. Adama Gaye a été aussi chroniqueur indépendant dans plusieurs agences de presse internationales, telles que Jeune Afrique, France 24, TV5 Monde ou Al Jazeera. Et puis, c'est aussi un consultant en ressources minières comme le pétrole et le gaz, sans oublier qu'il est également un écrivain. Et son dernier ouvrage publié il y a 1 an s'intitule « Otage d'un État, d'une prison sénégalaise aux pyramides d'Égypte ». Voilà, donc Richard, on essaie de voir s'il est là. Il est là ou pas? Pas encore? Bon. Donc, écoute, on va tout simplement mettre un tout petit peu de musique, le temps donc d'aller chercher Adama Gaye. Voilà. Merci beaucoup, Richard, de nous mettre de la musique. Oui, mais avant la musique, on a notre fidèle auditrice, Christine, qui est là et qui voudrait nous rendre dit bonjour parce qu'il paraît qu'on l'a réveillée. Bon, ben, on y va donc assez rapidement avec Christine. Bonjour. Bonjour, vous avez réussi à me réveiller, bravo. Hein. Ah ben tant mieux. J'étais en train de il nous manquait des auditeurs. Voilà. Non, mais c'est pas à cause de votre émission, c'est parce que j'ai dormi tard. C'est pour ça que je roupille. Voilà, eh ben, je vais quand même me débrouiller pour dire un petit mot. Le plus grand des honneurs, c'est de manifester très fort un désir important de paix. Merci à toutes les personnes qui lutteront contre les excisions. Je suis sûre qu'il y aura des résultats positifs. Ce n'est pas un sujet tabou. Il faut en parler. Parler, c'est une richesse sans cesse renouvelée dans chaque famille, de génération en génération. Merci de m'avoir passé à l'antenne. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de bon dans le monde. Ayez de la patience et du courage. Je sais que vous réussirez. Gros bisous à tous, au revoir. Merci beaucoup pour tes encouragements. Merci, au revoir Christine. Voilà, donc Richard, un peu de musique, le temps d'aller chercher tout simplement notre journaliste Adama Gaye. Voilà, donc n'hésitez pas après à nous appeler au 04 91 08 28 10, mais bien sûr, vous me laissez au moins une bonne demi-heure avec lui, donc discuter sur l'état de notre pays. 04.
Voilà Richard, donc je ne sais pas si tu es arrivé à joindre notre journaliste, on fait un essai. Allô, allô? Allô, oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour Adam Agaï. Bonjour Lamine, bonjour à tout le monde, tous ceux qui vous écoutent de Marseille ou d'ailleurs. Je vous salue et vous souhaite une excellente journée en même temps que mes vœux les meilleurs puisque nous commençons le nouvel an. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre émission, la première de cette année. Et comme je l'ai dit au départ, voilà, je reçois au Sénégal, enfin, un Sénégalais, un des Sénégalais les plus connus, un grand journaliste. Et j'ai dit au tout départ votre parcours. Vous êtes également un consultant dans beaucoup de presse internationale. Très rapidement, pourquoi êtes-vous exilé? Parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas au Sénégal, vous êtes en Égypte. Avez-vous fui votre pays? Non, je n'ai pas fui mon pays. J'ai quitté mon pays par la voie régulière, par avion, après avoir été illégalement arrêté du 29 juillet 2019 au 20 septembre 2019. 53 jours de détention arbitraire illégale. Et quand j'ai su et vu que l'état de droit ne s'appliquait pas et que la population pouvait être entraînée à croire des choses qui ne tenaient pas la route, que j'étais victime d'un état de non-droit, d'un abus de droit et d'une violence illégitime de l'État, ma démarche logique était de me mettre à l'abri, hors de portée de ces brigands à la tête de ce pays. Et donc, j'ai quitté mon pays en exil. Ça veut dire quelque chose. Donc, vous vous sentez menacé au Sénégal? Je ne suis pas du genre de personne à fuir, non. Vous vous sentez menacé dans votre propre pays? Mais je ne me sens pas menacé. Je l'ai été. J'ai été victime. J'ai été arrêté. On est venu le 29 juillet à l'aube, comme on le faisait du temps des dictatures les plus crasses au monde, comme on le faisait au temps du nazisme. On est venu taper à ma porte après que j'ai écrit un texte sur l'utilisation malhonnête des hydrocarbures du Sénégal et Manu Militari, à l'aube, on m'a amené à la division des investigations criminelles où j'ai été assujetti à une investigation, une enquête orientée avec des preuves fabriquées comme on le faisait dans les pires autocraties. Et sur cette base, on m'a délivré après un mandat de dépôt à la prison de Rebeuss qui, depuis lors, apparaît à mes yeux comme le Guantanamo sahélien, un endroit de non-droit, après m'avoir également fait passer 2 nuits dans des cages pratiquement à poulailler au milieu de malfrats. Et là, je me suis retrouvé à Rebeuss dans cette prison pendant 53 jours, dans une chambre au milieu d'une centaine de personnes qui sont, dans la plupart des cas, des malfrats, des assassins, des fous dans certains cas, et d'autres qui traînent des malversations financières, alors que dans mon cas, j'avais été alpagué sur la base d'une accusation politique, sur la base d'une remise en question de mes droits constitutionnels de libre expression consentis par la démocratie et par notre pacte consensuel démocratique. Sur cette base-là, j'ai été arrêté. Qui ne se sentirait pas menacé dans ces conditions-là? Moi, j'ai compris que du fait que le peuple sénégalais ne savait pas lire la gravité de ce qui s'est passé, il fallait que je prenne mes distances pour être à l'abri. Ben justement, vous avez eu le temps d'écrire un livre, Otage d'un État, d'une prison sénégalaise aux pyramides d'Égypte. Et restons d'ailleurs dans ce titre. Vous avez été mis en prison pour offense au président de la République, atteinte à la sûreté de l'État à cause, vous l'avez dit, de vos écrits caustiques sur la malgouvernance, sur la corruption, sur le népotisme du clan présidentiel, mais allant même jusqu'à parler de relations extra-conjugales du président de la République, tout en sachant que l'article 80 vous pend au nez. N'êtes-vous pas allé trop loin? Ah non. Je suis resté dans les périmètres de la liberté constitutionnelle. Vous savez, quand on s'engage en politique, on s'expose à ce genre de révélations. En politique, n'est-ce pas, quand on est un homme public, on doit avoir un comportement décent. On doit veiller aux actes que l'on pose. Et sous ce rapport, que ce soit Donald Trump, que ce soit Richard Nixon, que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, que ce soit François Hollande, ou encore, même plus récemment, Emmanuel Macron et d'autres autorités politiques publiques ont été soumis au tamis de la critique et des attaques
et des révélations, non seulement de la presse, mais de la citoyenneté ordinaire. Alors, vous savez, l'article 80 dont vous parlez, qui exprime l'offense au chef de l'État, c'est, dit-on, un article obsolète. Et Macky Sall lui-même s'était engagé à l'abroger quand il arriverait au pouvoir. Il l'a gardé pour perpétuer ce crime, dit-il, de lèse-majesté, afin de justifier, n'est-ce pas, ces opérations coup de poing, ou en tout cas de musellement de ceux qui l'empêchent de corrompre en rang, de mener ses frasques en rang et de pouvoir faire ce genre de choses que la décence interdit. Je maintiens que ce que j'ai écrit sur lui, ces frasques sexuelles avec Mina Lakrafi, avec Sira Baldé ou n'importe qui, Katerina Tavares, et j'en passe, ce sont des choses qui seront répétées et écrites chaque fois que de besoin, parce que quand on gouverne, on doit donner l'exemple. On ne doit pas se comporter comme un va-nu-pied, et Macky Sall a eu cette attitude-là. Par ailleurs, au-delà de ces accusations sur son comportement qui sont symptomatiques, ces comportements symptomatiques de sa légèreté, il faut bien savoir que s'il en a voulu à ma personne, c'est parce que mes accusations transcendaient également ses considérations personnelles. Ça allait au cœur de sa malgouvernance économique, notamment le fait qu'il ait imposé au Sénégal une malédiction des ressources naturelles, car depuis que les ressources de pétrole ont été découvertes, de gaz aussi, à partir de 2014, Macky Sall a bradé toutes ces ressources à des forces interlopes, avec des intérêts qui lui reviennent et reviennent à son frère. Et j'ai mené ce combat-là parce qu'il fallait que quelqu'un le mène, et j'étais à l'avant-garde de ce combat. C'est précisément l'une des raisons pour lesquelles il a voulu m'arrêter. Il sait que j'ai porté le combat, non seulement dans la grande presse internationale, que je l'ai porté auprès de grandes entreprises en hydrocarbures, y compris auprès du PDG de British Petroleum, qui exploite le gaz sur la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, le gaz Grande Tortue. Et également, je l'ai porté à Riyad, en Arabie Saoudite, au président de Total, monsieur Patrice, je ne sais plus quel est son nom de famille encore, il va me revenir. J'ai porté ce combat à ce niveau et je suis allé jusqu'aux États-Unis, à la bourse américaine et également auprès du ministère américain de la Justice pour signaler la malédiction de nos ressources. Donc, de ce point de vue, ce sont ces raisons-là qui expliquent cette volonté de me capturer et de m'empêcher de parler. Rien d'autre que ça. Et bien évidemment, ils ont échoué dans cette tentative-là. Mais justement, comment jugez-vous le fait que son frère, que vous venez donc de dire, Aliou Sall, a été blanchi par le doyen des juges? Mais écoutez, c'est une farce ubuesque. C'est une comédie qui insulte notre mémoire institutionnelle. Vous croyez que ce doyen des juges, que j'ai houspillé dans son bureau, écrasé dans son bureau, en le ramenant à sa plus petite expression, en le réduisant en néant, vous croyez que cet individu-là peut représenter aujourd'hui le flambeau de la justice, juste à laquelle, n'est-ce pas, nous aspirons? Mais non, vous savez, nous remettrons ce métier sur l'ouvrage. Il n'est pas question de laisser passer 5 000 à 6 000 milliards entrer dans les poches d'Aliou Sall, avec Macky Sall en arrière-plan et Franck Timis également. Non. Vous savez, je pense que quand on pose des questions, il faut également mettre en avant la gravité de ce qui s'est passé. Jamais dans l'histoire du pétrole, que je connais depuis ses origines, depuis bien avant la première découverte de pétrole à Titusville en Pennsylvanie en août 1859, depuis l'exploitation des gisements en Arabie en 1938 ou dans le Golfe Persique en Iran en 1901, n'est-ce pas, avec BP, British Iranian Oil, etc. Et bien avant en Mésopotamie et ailleurs. Je peux vous dire une chose, jamais on a connu un pays qui a vécu aussi rapidement la malédiction, la perte de ses ressources naturelles comme l'a été le Sénégal. C'est une affaire extrêmement grave et ça ne passera pas perte et profit du fait d'un petit juge corrompu, n'est-ce pas, qui prétend dire le droit et qui n'est là que pour blanchir ce qui a été volé. Non. C'est une manière pour Macky Sall et son frère de trouver un moyen de se justifier demain auprès des autorités du monde qui sont averties pour qu'ils puissent voyager ailleurs. Aujourd'hui, Aliou Sall sait que s'il prend l'avion et qu'il va dans un certain nombre de pays, il sera arrêté immédiatement. Et son frère, une fois sorti de la prison, de la présidence, quand l'immunité diplomatique sera levée, lui aussi, il n'échappera pas au cerf
d'une vraie justice. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, donc sur Radio Galère, et je reçois aujourd'hui l'un des journalistes africains le plus connus dans le monde, donc Adama Gueye, qui est ancien directeur de la communication des pays de la CEDEAO, ancien directeur de la banque panafricaine Ecobank, qui est aussi un chroniqueur indépendant dans plusieurs agences de presse telles que Jeune Afrique, France 24, TV5, Al Jazeera, etc. Et vous avez entendu aussi toutes ses connaissances en ressources minières. J'ai juste envie de vous poser une question. Quand je vous entends parler, on sent beaucoup d'amertume, on sent presque de la haine. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous, le président de la République Macky Sall, que vous connaissez très bien, entre vous, le ministre de la Justice Malick Sall, que vous connaissez très bien? Pourquoi, au lieu d'être un banni, pourquoi, au lieu d'être un allié de la République, vous êtes tout simplement un banni de la République? Écoutez, d'abord une clarification. Je n'ai pas été directeur de la banque panafricaine Ecobank. J'ai été directeur de la communication du groupe Ecobank et directeur des relations avec les gouvernements, avec les investisseurs. Okay. Il fallait clarifier cela. Tout à fait. Cela dit, vous dites il y a de l'amertume. Non, il n'y a pas de l'amertume. Il y a une colère raisonnable, raisonnée. Je ne me suis pas levé du jour au lendemain pour m'en prendre aussi ouvertement et aussi durablement à un régime. Non, je le fais en connaissance de cause. Mes relations avec Macky Sall remontent aux années 2000 à ses débuts. Il n'était qu'un simple conseiller de Abdoulaye Wade. Par mes relations, j'avais aidé l'État du Sénégal à obtenir des barils de pétrole du Nigeria. Quand Macky Sall a essayé d'aller au Nigeria et qu'il a voulu avoir subrepticement un accord du gouvernement et qu'il a échoué, parce que c'est moi qui avais les relations, il a été obligé de m'appeler. J'étais à Londres chez moi pour me supplier d'intervenir à la demande d'Abdoulaye Wade auprès de mes contacts pour sauver sa mission qui était, lui, en échec. Mon intervention a fait régler le problème et l'État du Sénégal a obtenu des barils de pétrole. Macky Sall les a volés. C'est un voleur. Je ne respecte pas ce monsieur, d'une part. D'autre part, quand il a mené le combat, disait-il, pour la bonne gouvernance et pour se faire élire à la tête du Sénégal en 2012, mars, j'ai pris ma plume en mars et j'ai écrit: entre la peste Wade et le choléra Macky Sall, je refuse de choisir. Parce que je refuse la perpétuation des causes qui étaient imputées à Abdoulaye Wade avec une élection qui serait malencontreuse de Macky Sall. Quand il a été élu, je n'ai pas changé d'un iota de ma posture. J'ai continué à brocarder sa malgouvernance et au jour le jour, chacun voyait que Macky Sall était une catastrophe terrible pour le Sénégal. Il n'y avait pas question de revenir en arrière là-dessus. Il y a des questions sur lesquelles on ne transige pas. Et c'est mon cas. Je ne suis pas du genre à tolérer, n'est-ce pas, des revirements pour de petits avantages grégaires ou personnels. Non. D'une part. D'autre part, vous évoquez Malick Sall. Oui, Malick, c'est un ami. Nous avons cheminé il y a une quarantaine d'années. Un ami qui vous a mis en prison. Comment? Un ami qui vous a mis en prison. Non, mais écoutez, je suis en train de vous expliquer. Permettez que je vous explique. Allez-y. Nous avons été des amis. Il a été même mon témoin de mariage en France, à Orléans. Donc, nous sommes proches. Nous l'avons été et je l'ai aidé en l'introduisant un peu partout auprès des dirigeants africains dans ses affaires. Je lui ai même fait gagner de l'argent à titre personnel. Seulement, pour avoir un poste de ministre, il a dû promettre à Macky Sall qu'il me connaissait et qu'il était seul à pouvoir me tenir et m'amener à cesser mon combat. Il a eu ce poste et il a commis l'erreur de sa vie en croyant que j'étais le genre de personne qu'on pouvait faire taire simplement en le mettant en prison. Ce qu'il a fait, c'est retourner contre lui. Parce que, au bout de 53 jours de détention, quand je suis sorti, il a découvert, à son détriment et à celui qu'il voulait servir, que j'étais plus que jamais déterminé à mener le combat qui était à l'origine de mon opposition à Macky Sall.
qui n'est pas une opposition scripturale, mais une opposition politique, de principe. Voilà. Donc, il faut éviter de dire banni de la République. Je ne suis pas un banni de la République. J'ai fait un choix clair, conscient, qui fait que je suis un adversaire du régime au pouvoir. J'ajoute une chose. Il faut éviter de penser qu'un individu doit forcément s'allier au pouvoir. Ça ne m'intéresse pas. Ceux qui veulent aller à la soupe, ils sont ou cherchent à y aller. J'ai choisi de me mettre en dehors de ces micmacs. Donc, s'il vous plaît, quand vous formulez votre questionnaire, je suis prêt à vous répondre, mais n'utilisez pas des jugements de valeur à l'emporte-pièce du genre banni de la République, amertume et autres. Mais je voulais dire que ce sont vos amis, que vous pourrez les aider de par votre expérience, de par votre mais background. Mais je ne suis pas là à aider des criminels. Excusez-moi, je ne suis pas là à aider des criminels. De grâce, ne soyez pas léger, s'il vous plaît. Soyez un intellectuel. Bon, ceci étant dit, rentrons maintenant dans le dialogue politique. Dans les années 90, vous faisiez partie des journalistes qui ont approuvé l'entrée de l'opposant Abdoulaye Wade dans le gouvernement d'Abdou Diouf. 30 ans après, Macky Sall fait la même chose avec des opposants comme Idrissa Seck, Omar Sarr. Cautionnez-vous encore ce type de gouvernance, de transhumance, voire même de deal aujourd'hui avec ce qui se passe au pays? C'est pas pareil. Remettons les choses également à l'endroit. En 1990, le Sénégal venait de passer pratiquement une décennie très agitée. Les premières élections pluripartites ont eu lieu en février 1978, 3 ou 4 ans après la libéralisation politique survenue à Mogadiscio au sommet de l'OUA en 1974, avec l'autorisation de la création comme partie de contribution du PDS d'Abdoulaye Wade. Ces élections de 1978, sous Senghor, étaient déjà tendues. Mais quand Senghor quitte le pouvoir en fin décembre 1980, son successeur Abdou Diouf, arrivé au pouvoir par le biais d'un artifice constitutionnel, l'article 35, qui l'autorise à remplacer le président en cas de vacance du pouvoir, se trouve immédiatement délégitimisé par son opposition qui le rejette. Il organise donc des élections en 1983, c'est une grande tension. Ensuite, en février 1988, une autre élection violente, pratiquement sur des jets de pierre partout dans le pays. Quand Abdou Diouf se trouve à la place de France à Thiès en février 1988, j'y étais, je le vois pourchassé et réduit à se réfugier à la gouvernance de Thiès. Le climat est extrêmement tendu. Je revois l'image d'une interview que j'ai réalisée à ce moment-là parce que j'étais encore journaliste avec Abdou Diouf. C'était la seule interview qu'il avait accordée à son palais à la veille de l'élection de février 1988. Et je voyais un homme aux abois. Donc, 2 ou 3 ans après, en mars 1991, il y a ce qu'on appelle un gouvernement de majorité présidentielle élargie, encouragé par les bailleurs de fonds du Sénégal. Souvenez-vous, les années 1980 sont considérées pour l'Afrique comme la décennie perdue. Des années de guerre, des années d'ajustement structurel qui ont commencé à partir de 1982, ensuite la crise de la dette multilatérale. Tous ces grands problèmes se sont posés et il fallait, d'une certaine manière, recréer un consensus national, un pacte dans les pays traversés par ces difficultés-là. La guerre froide commençait à s'essouffler et les pays occidentaux commençaient à préparer le retrait du continent africain. Résultat, en 1991, avec la fin effective de la guerre froide survenue le 9 novembre 1989, après la chute du mur de Berlin, il fallait trouver quelque chose d'original. Et donc, les bailleurs de fonds étrangers demandent aux Sénégalais, pour essayer de faire passer la pilule des efforts et de l'ajustement structurel, de se retrouver pour créer un climat apaisé, préparer un code électoral plus légitime et organiser des élections transparentes tout en gérant le pays de façon un peu stable. C'était ça l'objectif du dialogue qui a été lancé en mars 1991 et qui devait déboucher donc sur ce premier gouvernement de majorité présidentielle élargie. Ce gouvernement a été formé en avril 1991. Je n'y étais pas en tant que journaliste.
C'est Abdoulaye Wade lui-même qui m'a vu alors que j'étais de passage à Dakar avec mon épouse et qui m'a invité chez lui et m'a dit « Nous allons au gouvernement, lui et son parti, et on souhaite que vous soyez avec nous. » Il m'a proposé d'être ministre avec lui en 1991. J'y étais pas donc comme journaliste. Encore clarification. Je n'ai pas voulu le joindre dans le gouvernement. Moustapha Niasse, qui avait été éjecté également du pouvoir parce qu'il s'était bagarré en conseil des ministres avec Djiboka, avait été proposé éventuellement pour être Premier ministre. Lui aussi m'a proposé d'être ministre des Sénégalais de l'extérieur en 1991. Je n'ai pas voulu cela. C'est ce qui s'est passé. Alors, quand on a formé ce gouvernement, cela a eu lieu en avril 1991 parce que je rappelle qu'en mars 1991, au moment où on devait révéler le gouvernement, l'homme d'affaires Djily Mbaye était décédé et Abdou Diouf, qui était proche de lui, a dû reporter donc la décision de former le gouvernement. Ce gouvernement-là, de majorité présidentielle élargie, n'avait rien à voir et n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Même si, à l'époque, l'intercesseur qui avait joué le rôle d'intermédiaire, c'était Famara Sagna, le même que Macky Sall, qui n'a pas d'idée, c'est un homme sans neurones, sans intelligence, et qui fait du psittacisme, de copier-coller. Il a fait appel à lui pour qu'il soit à la tête du dialogue, ce qu'on j'appelle moi le dialogue actuel en cours. Ce dialogue en cours, depuis 1 an ou 1 an et demi, je ne sais quoi, parce que ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le suivre. Ça a vocation simplement, non pas à créer un climat apaisé ou des élections transparentes, mais à créer les conditions pour que la classe politique venue à la soupe valide l'ambition de Macky Sall de se faire délivrer un blanc-seing pour pouvoir aller à l'extérieur et justifier qu'il a une couverture de la classe politique et pour couvrir ses crimes financiers. C'est pour ça que je dis c'est une escroquerie intellectuelle et politique. Ça n'a rien à voir avec le projet beaucoup plus ambitieux de reformatage de la démocratie sénégalaise de 1991 pour lequel j'avais donné mon aval et pour lequel j'avais écrit l'éditorial qui justifiait l'entrée d'Abdoulaye Wade au gouvernement sous le titre « Rupture » dans le journal Sopi, et vous pouvez retrouver ce texte-là en couverture de Sopi. Rien n'a changé depuis lors sur ces mots que j'avais écrits en 1991. C'est la même situation, à part que nous avons à la tête du pays aujourd'hui des gens dont l'ambition est de piller le pays et de vouloir trouver des partenaires pour justifier leur pillage, de faire en d'autres termes du blanchiment intellectuel et politique. Je ne suis pas supporter donc de ce processus-là et je l'ai qualifié d'escroquerie dès le début. Voilà. Bon, on va permettre à 1 ou 2 auditeurs donc de prendre la parole et de vous poser les questions. Je vois qu'il y a pas beaucoup d'appels. Bon, on en prend un là, Richard. Est-ce qu'il est en ligne? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Lamine, je profite de l'opportunité que tu m'offres pour présenter mes vœux les meilleurs à l'ensemble des auditrices, auditeurs et à notre invité, M. Gaye. Notre chroniqueur, Medoune Diène depuis Toulon. Voilà, M. Gaye, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je vous suis beaucoup. Et c'est vraiment un honneur de parler avec vous par rapport à votre engagement pour votre pays, le Sénégal, mais aussi au-delà du Sénégal, de l'Afrique. Parce que déjà en 2016, vous parliez de développement de l'Afrique dans un de vos ouvrages. Donc moi, la question que je vous pose aujourd'hui, du Caire où vous êtes, comment voyez-vous la gestion justement de cette situation de crise sanitaire, de pandémie que nous vivons au Sénégal, avec honnêtement des choses pas du tout claires. Un coup, à 79 cas, on confine tout le monde. Quand on arrive à 200 et quelques cas, à des milliers de cas, on ouvre la porte. Aujourd'hui, on nous parle de deuxième vague. Quelle lecture en faites-vous? Et puis, vous avez parlé aussi de votre emprisonnement malheureux, justement. Mais ne pensez-vous pas que vous devez votre salut à votre famille, à votre lignée maraboutique, qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas une crainte plus ou moins de la part de l'État, qu'aujourd'hui vous croupirez encore à prison. Parce que vous ne cessez de dénoncer l'emprisonnement de Hassan Diouf, l'emprisonnement justement de ces fous que vous avez vus. J'ai vu, je vous suis. Quel est votre état d'âme? Quel est votre combat par rapport à ce système carcéral que vous avez eu malheureusement l'occasion
de vivre. Donc, sachez que vous êtes une porte-voix, sachez que vous êtes écoutés et sachez que je vous dis aussi, j'aime beaucoup votre plume parce que votre plume, elle est acerbe, elle est véridique. Merci. Donc, je ne vais pas pouvoir monopoliser la parole, mais sachez que énormément de respect pour vous et si vous pouvez nous apporter des éclairages justement par rapport à cette gestion chaotique du coronavirus que nous vivons au Sénégal et surtout aussi des vaccins à venir et des positions de notre président qui se présente un 31 décembre avec toute sa famille, son fils qui ne porte pas de masque. Je pense que si c'était moi, la police m'aurait viré de la salle. Donc, qu'en pensez-vous de tout ça? Merci beaucoup. Merci Medoun. Merci. Medoun, merci beaucoup et merci pour vos mots très gentils. Mais écoutez, je pense que personne ne peut mieux définir que vous ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit chaotique, moi je dirais, en rimant avec vous, erratique. C'est une gestion désastreuse de la plus grande pandémie que nous connaissons, en tout cas, dans notre pays, et dont les effets révèlent la désastreuse situation de notre, disons, situation financière, sanitaire, pardon, du pays. Au plan des infrastructures sanitaires, on sait très bien que le Sénégal est en retard. Nous n'avons pas suffisamment de lits, nous n'avons pas suffisamment d'équipements et nos malades sont pratiquement à l'abandon. Ils meurent comme des mouches dans les hôpitaux. On ne nous dit pas toute la vérité. Ce que je dirais, c'est qu'il y a quelque chose de plus grave. Dès que la pandémie, en tout cas l'épidémie, je ne sais plus comment on l'appelle en termes scientifiques, s'est déclarée, ce fut le prétexte non pas de l'attaquer pour la vaincre, mais de s'enrichir. C'est la première chose qu'il faut flétrir. Monsieur Macky Sall a profité immédiatement de ça pour manifester ses tendances absolutistes en se faisant voter une loi d'habilitation qui lui confie les pleins pouvoirs. C'est un coup d'État constitutionnel qu'il a commis, avec l'aide des gens de son parti qui lui ont remis les leviers de commande du pays sans que qui que ce soit puisse avoir un mot à dire. En profitant, évidemment, de la peur panique qui s'est installée dans le pays. Deuxièmement, il a profité de cela pour voter, dit-il, ce qu'il appelle un budget d'attaque contre le virus. 1000 milliards confiés à son beau-frère, Mansour Faye, dont on sait très bien qu'une partie est allée à son fils Amadou Sall et à ses partenaires et à leurs acolytes ça et là à travers le pays. 1000 milliards qui se sont évaporés comme ça, sans que M. Mansour Faye daigne accepter d'aller rendre compte auprès des instances de reddition des comptes, par arrogance et mépris par rapport à l'état de droit. J'ajoute aussi que, au-delà du sérieux de notre corps médical, du talent qu'il y a dans ce corps médical, les Dr Seydi, Bousso et j'en passe, ce que nous avons vu, c'est des décisions à l'emporte-pièce, au pif, à la limite même, encore une fois, le copier-coller de M. Macky Sall, qui suit ce qui s'est dit ou s'est fait en France et duplique ça immédiatement, sans tenir compte des réalités ni du contexte sénégalais. C'est aussi un manque de courage, parce que face à la gravité de la situation, on attendait qu'il y ait un discours clair, convaincant, qui parvienne à s'assurer que toutes les parties prenantes, des chefs religieux, aux gens des médias, aux gens de la santé, aux décideurs locaux, aux décideurs nationaux, etc., que tous comprennent que nous sommes face à une menace gravissime et qu'il fallait mobiliser toutes les forces pour essayer de vaincre cette menace. Non, ce que nous avons vu, c'est plutôt des attitudes ondoyantes, changeantes, au gré des circonstances, selon les interlocuteurs qui se trouvaient en face du pouvoir. On a accepté que des manifestations religieuses susceptibles d'amplifier le mal
puisse avoir lieu sans même avoir le courage d'expliquer aux autorités religieuses les conséquences de ces manifestations sur les populations. On a vu aussi que les décisions se prenaient parfois dans la précipitation, comme récemment, on se lève, on décrète un couvre-feu, alors qu'en réalité, les mesures de protection et de précaution auraient dû être maintenues depuis longtemps, sans que ce soit des mesures à l'extrême, notamment la distanciation sociale, le port des masques. Écoutez, je ne veux pas me poser en expert, n'est-ce pas, des moyens de résoudre cette pandémie. Beaucoup de gens montrent leurs limites par rapport à cette crise sanitaire. Je fais aussi amende honorable en assumant mon incompétence dans ce domaine. Seulement, le pouvoir qui est chargé de protéger les Sénégalais a été aux abonnés absents quand les Sénégalais sont dans le désarroi. Et l'argent a été détourné en profitant de cette pandémie. Et nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge parce qu'il a continué ces manœuvres-là, notamment en instaurant ce couvre-feu pour pouvoir perpétuer cette façon de faire. Par ailleurs, je passe à l'autre question. Vous évoquez mes liens familiaux. En effet, chacun de nous a ses liens. Chaque Sénégalais est affilié d'une manière ou d'une autre à une famille qui peut avoir un effet sur lui. Et certainement, les membres de ma famille venant de la lignée Mbaké ont sans doute été fâchés à juste titre de ce qui s'est passé parce qu'on a abusé de mes droits. On m'a arrêté injustement. Et ils ne sont pas seuls à l'avoir été parce que beaucoup de Sénégalais que je ne connais pas ont été associés à mon cas parce qu'ils ont vu également qu'au-delà de ma personne, c'est quelque chose qui pouvait s'appliquer à n'importe quel autre Sénégalais et qui ne devait pas se taire. J'ajoute qu'au moment où on me mettait dans une chambre à 100 personnes avec des malfrats, on permettait à des escrocs de haut vol comme Bougazeli, qui a détourné de l'argent, qui a fait un trafic de billets de banque industriels, on le mettait dans une chambre privée et on le libérait au moins de peu de temps après. Les cas, n'est-ce pas, de déséquilibre dans le traitement des dossiers judiciaires sont tellement nombreux que je passerai des nuits entières à les énumérer ici. Merci. Et ça, ce sont des problèmes de fond qu'il faudrait que les Sénégalais abordent et en évitant de penser que c'est parce que j'ai des membres de ma famille qui ont agi. J'ajouterai une chose. Quand je me suis retrouvé dans la prison, j'ai refusé de concéder quoi que ce soit à mes droits. Je n'ai pas donné une quelconque porte à mes geôliers pour qu'ils s'imaginent qu'en me maintenant là-bas, ils pouvaient obtenir de moi quelques concessions que ce soit. C'est mon refus, ma fermeté face à leur acte de criminalité qui les a poussés à battre en retraite. Et quand je suis sorti, ayant compris qu'ils étaient capables encore de pire, j'ai pris mon avion parce que je n'étais pas disposé à laisser à des bandits la chance de pouvoir faire main basse sur ma personne. Merci beaucoup, M. Adama Gaye, pour ces réponses. Donc, Richard, on prend un deuxième et peut-être dernier auditeur et après je continue avec lui. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Qui êtes-vous? Monsieur Mamtierno Ibrahim Diagne. Mamtierno Ibrahim Diagne depuis Paris. Depuis Paris, oui. Voilà, on vous écoute. Comme le temps est très court, on n'aurait pas l'occasion de présenter tous nos vœux. Oui. Et on le fera la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Nous allons directement donc exprimer et poser une question à M. Gaye. Allez-y. Et donc moi je salue la personne, la pertinence, la plume. Et sur les réseaux sociaux, Facebook, je le suis aussi. C'est quelqu'un qui dit des choses vraiment avec engagement. Et que ça c'est important. Et je ne vais pas garder longtemps donc l'antenne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent. Aujourd'hui, je suis très content, c'est un plaisir d'avoir M. Gaye ici à l'antenne. Parce que c'est une personnalité et qui connaît très bien ce qu'il dit et qui est engagé et qui a des motivations sérieuses. Et ça, c'est important. Et moi, je voudrais lui poser une question par rapport, par exemple, aux lois au Sénégal, quand, par exemple, le ministre de l'Intérieur a fait un rappel à la loi en ce qui concerne le financement des partis politiques. Avec le président de la République en même temps, qui dit je ne dis pas oui, je ne dis pas non par rapport au troisième mandat. Et qu'il le sait, il est journaliste, que la loi constitutionnelle est permanente et elle est permanente et effective.
pourquoi la Constitution, elle est claire et le président ne va pas puiser sa réponse directement dans la Constitution qui limite les mandats à 2, parce que c'est la rééligibilité qui a été limitée, que le président est arrivé au pouvoir avec une Constitution qui limitait déjà les mandats en 2012, il a été élu. Donc la Constitution de 2008 limitait déjà les mandats en 2012. Après, il a songé encore le fait qu'on a mis 5 ans, mais c'est toujours la rééligibilité qui est maintenue et qui est limitée. La Constitution, elle est claire, elle est permanente. Et pourquoi le président se refuse de dire ce que la Constitution du Sénégal dit? En même temps, on a un ministre de l'Intérieur qui fait un rappel de la loi à un parti politique opposant qui demande des cotisations. Ça se fait partout dans le monde. Le parti au pouvoir de la France, En Marche, Emmanuel Macron, il nous demande de l'argent. Moi, en tant que Sénégalais, si je peux donner 10 euros, 5 euros, 50 euros à Macron, pourquoi je ne pourrais pas donner 10 euros, 5 euros à Ousmane Sonko? Donc, à partir de là, le fait de dire oui, financement occulte ou de penser au terrorisme, ils sont en train d'installer dans l'opinion des Sénégalais des choses qui n'existent pas. Lui, comment il peut nous expliquer tout ça, ces deux choses-là, 2 poids, 2 mesures, ou bien un président qui est là, qui refuse de se prononcer alors que la Constitution dit quelque chose et qu'on doit l'appliquer. Merci, M. Tierno-Dien. Merci beaucoup. Voilà, c'était ça mes 2 questions. Et voilà, pour le reste, nous sommes à l'écoute. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, donc, M. Adam Gueye, vous avez compris, le président Macky Sall fera-t-il un 3e mandat ou pas? Je vais répondre à la question posée par votre intervenant quand même. Je ne sais pas s'il s'appelle Dien ou Diagne, mais c'est la même chose. Tierno-Dien. Ils aiment le riz, c'est la même famille. Hein? Oui. Alors, M. Dien, vous posez 2 bonnes questions et je vous remercie de les avoir posées. Sur la question d'abord du financement des partis politiques, tous les économistes savent que les biens publics, la démocratie notamment, la presse d'une certaine manière, les grandes infrastructures, la défense, la sécurité, les biens publics de manière générale sont financés avec l'argent public. En principe, dans les grandes démocraties, les partis politiques sont financés avec l'argent public. Tel n'est pas le cas du Sénégal et on laisse les partis de l'opposition vivoter. Ça a été le cas longtemps pour le PDS de Abdoulaye Wade, c'est le cas de tous les partis dont vous parlez aujourd'hui, y compris le parti PASTEF de Ousmane Sonko. Pour ma part, je trouve en effet que la sortie de ce ministre de l'Intérieur, surgi d'on ne sait où, est une sortie inacceptable. Et c'est une sortie qui est en arrière par rapport à un monde qui évolue à un rythme rapide. Aujourd'hui, du fait de la révolution digitale, de l'Internet et autres, les moyens de communication font que, à la limite, certaines choses se règlent sur les plateformes de l'Internet, au point qu'on est en train de penser à une monnaie virtuelle, le Bitcoin. Alors, si vous pensez que les gens vont créer leur parti politique et non pas l'argent à leur propre niveau et vont résister à faire appel à ceux qui peuvent les aider de façon honnête à lever les fonds pour mener leurs activités, c'est inacceptable. C'est normal ce que le parti PASTEF a fait. Il ne faut pas le condamner. C'est le ministre de l'Intérieur qui agit maladroitement pour faire plaisir à celui qui l'a nommé. Ensuite, dans la manière dont il s'y prend en évoquant la question du terrorisme de façon allusive, c'est une démarche encore plus malhonnête. Ça rappelle le cas de Hassan Diouf, parce qu'on a extradé Hassan Diouf des États-Unis en le faisant passer pour un terroriste. Et c'est l'État du Sénégal, de façon criminelle, qui est intervenu comme ça. Les États-Unis se sont rendus compte de ça et ils savent la gravité de cet acte. Donc, pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat par rapport à la déclaration hors sujet de ce petit ministre de l'Intérieur qui restera très rapidement un point epsilon dans l'histoire du Sénégal, parce qu'il sera bouté de sa position par rapport à son discours et l'histoire retiendra qu'il est passé à côté d'une tendance lourde qui va se développer parce que les contributions participatives à travers des personnes éparpillées à travers le monde pour financer des projets, comme on a connu les tontines de nos grands-mères, ça,
c'est une tendance d'avenir qui financera non seulement des partis politiques, mais qui sait, des journaux, des plateformes de sites Internet et beaucoup de choses qui vont nous permettre de communiquer et d'exister pour faire avancer nos sociétés. C'est l'évolution mondiale qu'il essaie de bloquer en ne comprenant pas qu'il essaie ainsi d'arrêter la mer avec ses bras. C'est, à mon avis, une grosse erreur de la part de ce ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, il est sur la défensive depuis que les gens l'ont remis à sa place intellectuellement. Alors, pour l'autre aspect, le troisième mandat, c'est très clair. Moi, je ne vais pas tomber dans le débat juridique ou dans le juridisme. J'ai appris à l'université d'Oxford, qui est donc l'une des grandes universités au monde, que le droit, c'est de la politique gelée. Ça veut dire quoi? Les gens qui sont au pouvoir peuvent manipuler le droit de n'importe quelle manière. À la limite, l'État sénégalais, Macky Sall, peut trouver des gens, des juristes très qualifiés qui vont légaliser, justifier sa troisième candidature. Cela ne m'intéresse pas. C'est la moralité de la chose qui m'intéresse. Il n'a pas le droit moral de briguer un troisième mandat parce que c'est lui-même qui a dit ad nauseam qu'il n'allait pas être candidat pour un autre mandat. Et au surplus, son magistère, c'est un magistère d'échec. Il a surendetté le pays, les infrastructures sur lesquelles il a mis notre argent sont les infrastructures improductives, il a délaissé des champs essentiels de la marche du pays, il a aliéné la nation et ses ressources à des forces étrangères, il a transformé nos valeurs en antivaleurs, il a fait regresser la démocratie et pour diverses autres raisons, sa candidature n'est pas bienvenue. C'est comme je l'écris aujourd'hui, un parallèle avec Donald Trump qui s'impose le concernant. Donald Trump, j'ai entendu ce matin Joe Biden dire « is an embarrassment ». C'est un embarrassement, c'est une honte, c'est une disgrâce. Macky Sall est une disgrâce. Ne nous mettons pas à mâcher les mots, il faut dire les choses comme elles sont. Son troisième mandat devra faire face à une opposition nationale, collective, populaire, pour qu'un badolo comme lui, un fâcheux comme lui, sache que le Sénégal a des traditions, a des valeurs, a un patrimoine social, a un capital social, et ces valeurs-là, intangibles, ne pourront pas être bradées pour satisfaire l'ego illimité de quelqu'un dont la seule expertise est le crime et le détournement des ressources naturelles, le pillage de notre patrimoine démocratique, le pillage de notre patrimoine naturel, etc., au service d'intérêts interlopes, y compris, malheureusement, même l'introduction d'antivaleurs dont je ne vais pas ici me mettre à lister les cas de figure, car je crois que l'erreur a été de la part des Sénégalais qui l'ont élu en 2012 de porter leur choix sur quelqu'un qui, le jour de son élection, a dit qu'il avait comme patrimoine 8 milliards de francs CFA, alors qu'avant son élection, il avait la peine du monde pour payer une chambre à 100 000 francs CFA. C'est ça l'erreur qu'il ne faut plus jamais recommencer. Donc, de manière générale, il est grand temps, que M. Macky Sall trouve en face de lui des gens résolus et une population qui comprenne les enjeux au lieu de se laisser embarquer dans les campagnes de dénigrement contre ceux qui lui tiennent tête. Moi-même, j'en ai payé le prix cher, parce que beaucoup de gens ont profité de mon arrestation pour me faire passer pour un ivrogne, un fou, un soulard, je ne sais quoi d'autre, n'importe quoi. Si je n'avais pas pu échapper au cerf d'une justice injuste pour être hors de ce pays et être en capacité d'écrire un livre, de défendre ma cause, de montrer quelle a été ma vie, mon parcours, qui j'étais véritablement, probablement les Sénégalais auraient gardé de moi le souvenir de celui que le pouvoir sénégalais voulait leur dépeindre comme un être humain en perte et qu'il fallait jeter dans la poubelle de l'histoire. Véritablement, les questions que vous avez posées sont des questions de fond et ça mérite que de la même manière que les gens se sont mobilisés pour soutenir Ousmane Sonko dans cette levée de fonds, que les gens se mobilisent aussi pour toutes les causes qui valent la peine d'être défendues, de se mobiliser pour que le pouvoir comprenne
qu'il y a une lame de fond qui s'est levée et qui s'oppose à lui. On a vu que justement par rapport à ce troisième mandat, qu'Alassane Ouattara a fait le forcing en Côte d'Ivoire, Alpha Condé a fait le forcing en Guinée. Ne pensez-vous pas que le président de la République Macky Sall puisse s'en inspirer parce qu'en face, il restera encore au pouvoir? Mais écoutez, restera quoi, un gros? En face, qui restera encore au pouvoir parce qu'il n'y aura pas d'opposition comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire ou en Guinée. Qui vous dit qu'il n'y a pas une opposition? Qui vous dit qu'il n'y a pas une opposition? Ben, il y a eu de l'opposition en Côte d'Ivoire, il y a eu de l'opposition en Guinée qui a été matée et la population s'est retranchée à la maison. Ah non, attention. Ramenons les choses à leur juste proportion. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Guinée, les élections se sont mal terminées. Alpha Condé a été battu, il le sait. C'est un homme qui traîne aujourd'hui l'ombre d'une illégitimité, il le sait. Nul n'est dupe. Alassane Ouattara, élu à 98%, une élection de maréchal, dans une élection où il était seul, où les autochtones du pays, les Agnis, les Bétés, les Baoulés, les Akans, et j'en passe, ont majoritairement boudé le processus électoral. Vous savez, Alassane Ouattara sait très bien qu'il a aussi un déficit de crédibilité et de légitimité à combler. Donc, ce n'est pas encore réglé. Dans le cas du Sénégal, effectivement, si vous voulez vous maintenir au pouvoir en marchant sur le cadavre des gens et que vous le réussissez, écoutez, je dirais chapeau, M. Macky Sall, vous êtes le Néron du Sénégal, vous assistez à Rome, à Dakar, à Kaolack, à Saint-Louis, à Thiès, etc., qui prennent feu, pendant que par l'utilisation de la violence d'État, vous vous êtes imposé au pouvoir, y compris par le braquage électoral. Alors, est-ce que ça va se passer? Mais je pense qu'on a eu quand même au Sénégal un précédent. Abdoulaye Wade a essayé en 2011 à enrôler beaucoup de grands juristes, à enrôler la Cour constitutionnelle et d'autres structures, les médias, pour justifier sa troisième candidature. Et il a été lamentablement battu et il est sorti par la petite porte de l'histoire. Jusqu'à ce jour, je suis convaincu, pour le connaissant très bien, qu'il regrette ce qu'il a fait. Parce que ceux qui lui ont poussé, non seulement l'ont trahi, et lui-même, il s'est retrouvé seul. Dans le cas de Macky Sall, même les gens qui sont de son parti ont commencé à le lâcher. Ils savent très bien que ce n'est pas défendable moralement. J'ajoute à cela autre chose. Aujourd'hui, comme l'illustre le cas américain, une nation, c'est d'abord des institutions. La démocratie donne de grands droits, mais elle impose des devoirs. Quand Donald Trump a voulu faire le forcing en envoyant des foules hystériques au Capitole, au Congrès américain, essayer de bloquer le processus de validation de la victoire de Joe Biden et de Kamala Harris, les forces américaines ont commencé à se lever. Au sein de son gouvernement, les gens ont commencé à démissionner et il a commencé à y avoir des gens qui ont exigé qu'il se rétracte. Il y a même des voix qui disent qu'il risque d'être impeached, c'est-à-dire forcé à quitter le pouvoir. Il y en a même qui pensent qu'il va démissionner un jour avant la prestation de serment du nouveau président le 20 janvier à venir, pour que son successeur, l'actuel vice-président Mike Pence, puisse lui accorder un pardon afin qu'il échappe à des poursuites judiciaires qui risquent de lui tomber dessus s'il finissait son mandat en étant à la tête du pays le 20 janvier, parce qu'il y a eu des morts d'hommes au Capitole, il le payerait. Tout à fait. Je fais référence à ça en disant, attention, dans le cas du Sénégal, si Macky Sall veut faire le forcing, il est grand temps que les forces de défense et de sécurité du pays, ou ceux qui en restent, ceux qui ne sont pas des forces qu'il a achetées de façon politicienne, ou qui sont ses militants politiques, que ces forces-là se lèvent et disent à Macky Sall qu'on ne le laissera pas faire de notre pays, n'est-ce pas, un charnier, et que s'il persiste à vouloir obtenir un mandat indu, on le fera partir by any means if necessary, comme dirait Malcolm X. Merci beaucoup. Et ça, il saura très bien qu'il y a dans ce pays des traditions
que Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade en ont connu l'amère expérience et que lui risque de connaître la mère des batailles pour l'éjecter du pouvoir et pour qu'il rende surtout compte et gorge. Parce qu'il a pillé des milliards et des milliards et il continue d'instrumentaliser la justice pour essayer d'arrêter les gens, de torturer, de faire du n'importe quoi. Il est grand temps que les Sénégalais mesurent la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays et qu'ils se mobilisent pour mener le combat qu'il faut afin que le Sénégal retrouve sa place de leader dans la course à la démocratie. Or, aujourd'hui, nous sommes pratiquement en queue de peloton, alors que le Niger, qui est aujourd'hui l'un des leaders de la démocratisation africaine, était, quand je l'avais visité en mars 1978, un pays d'autocratie militaire, à l'époque dirigé par Séni Kounché, où personne n'osait parler. Aujourd'hui, dans ce pays, on organise des élections transparentes avec des candidats autorisés, avec des processus managés par l'État, de façon à ce que le Niger se retrouve en tête du peloton quand le Sénégal, entre les mains d'une cohorte d'individus mus par leurs propres intérêts et par une volonté de destruction de la nation, continue de ramener le Sénégal au bas des pâquerettes, au ras des pâquerettes. C'est cette situation-là que nous voyons se dérouler à l'intérieur de notre pays et qui justifie qu'on mène le combat, quel que soit l'endroit où nous nous trouverons. Et j'avertis l'État du Sénégal que quoi que ce soit qui puisse très rapidement, M. c'est Gaye, il nous reste 10 minutes. Responsable. Je disais très rapidement, il nous reste 10 minutes. Je suis à votre écoute. Voilà, donc merci pour tous ces éclairages. Je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes avec le journaliste Adama Gaye et que donc Richard, oui, il nous reste 10 minutes. Et aujourd'hui, Richard, nous sommes écoutés donc dans la juridiction marseillaise, donc jusqu'aux Alpes, Montpellier, Cannes, Nice, etc. Et donc du coup, j'aimerais qu'on finisse par Marseille. Marseille, toujours Marseille, encore Marseille, au consulat général du Sénégal à Marseille. Donc, je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter dans la juridiction. Et M. Adama Gaye, vous avez jeté une bombe dans le consulat général du Sénégal à Marseille qui a déjà été très secoué par le passé. Les auditeurs de Marseille vous écoutent et sa juridiction. Que doivent-ils savoir dans leur consulat général du Sénégal? Écoutez, moi, vous savez, je ne suis pas un Marseillais comme vous. J'adore cette ville, le vieux port, la gouaille marseillaise, les bons repas, la bouillabaisse, l'Olympique de Marseille, tout ce que Marseille représente dans le lien méditerranéen avec le continent africain et naturellement nos compatriotes qui vivent là-bas. Donc je ne peux que souhaiter que tout se passe bien à Marseille. Seulement, vous savez, nous ne sommes pas, nous, Sénégalais, d'un pays qui est si riche pour pouvoir se permettre de gaspiller les maigres sous du contribuable sénégalais jusqu'à permettre qu'un employé du consulat de Marseille, du Sénégal à Marseille, qui se trouve être l'oncle de Madame Marième Faye Sall, l'épouse de Macky Sall, en la personne de Abdoulaye Di Abou Diallo, connu sous cet acronyme à Saint-Louis, puisse être en poste depuis 7 ans, alors qu'en général, les gens ne sont en poste que 5 ans, et qu'au cours de ces 7 ans, il passe plus de son temps à faire la nouba à Saint-Louis du Sénégal, dans les boîtes de nuit, à la Chaumière ou à la Somone avec ses copines assistantes et autres, là, j'en sais un bout, n'est-ce pas? Et qu'on lui paye un statut d'expatrié, là où les employés du consulat se débrouillent avec des miettes à la limite pour survivre, et que tout cela se passe comme ça, sans que l'État du Sénégal ne mesure la gravité de ça, un scandale qui sointe de tous bords. D'une part, le népotisme. À quel titre envoie-t-on ce monsieur-là au consulat? De quel droit se permet-il de vivre à Saint-Louis en recevant un salaire d'expatrié? Pourquoi un soi-disant conseiller en communication à la personne de Malik Wade, de Gueye, je ne sais quoi, peut-il se permettre de prendre sa plume et de m'attaquer simplement parce que j'ai révélé les frasques de ce monsieur-là? Un monsieur que l'on dit malade alors que
vous savez, il vient prendre ses soins à Marseille. Toutes ces choses-là, gravissimes, en réalité, si je les ai évoquées, c'est parce que ce n'est pas seulement Marseille qui est disons, concerné. C'est la carte diplomatique du Sénégal. C'est le jeu de la diplomatie sénégalaise qui est concerné. J'ai fait des études de diplomatie dans les grandes universités, à Oxford, dans les universités comme Harvard, etc. Et j'ai eu de grands professeurs qui m'ont expliqué que la diplomatie est en train de changer. Elle est à la limite en train de devenir une diplomatie virtuelle, wall-less diplomatie. Qu'on n'a pas besoin peut-être d'avoir des gens qui ne savent rien faire dans des murs à l'intérieur d'enceintes consulaires ou diplomatiques où l'État du Sénégal met ses billes sans qu'il y ait de retour sur l'investissement. Or, c'est ce que nous avons. L'État du Sénégal envoie des militants du parti au pouvoir. Et hier, c'était le PDS. Avant-hier, c'était le PS, je vais être juste. Et aujourd'hui, plus gravement, c'est le parti de Macky Sall. Où l'on ose même, dans certains cas, on le fait dans les localités. Demain, on va le faire dans nos ambassades. Peindre les bâtiments, les édifices aux couleurs du parti au pouvoir. C'est ça qu'il y a lieu de dénoncer avec gravité. Et je ne me contente pas de dénoncer. Je veux que des actions soient prises. Mais justement, que l'Assemblée nationale, que le ministère des Affaires étrangères nous dise clairement que M. Abdoulaye Diallo a été viré et qu'il a remboursé tous les sous indûment perçus pendant tout le temps qu'il est resté à Saint-Louis. Justement, est-ce que la ministre des Affaires étrangères, quand même, semble peut-être ne pas être au courant, Mme Aïssata Tall Sall? Ça veut dire qu'elle n'est pas compétente. Elle est totalement incompétente. D'autant plus que M. Abdoulaye Diallo ou Abou Diallo n'aurait peut-être pas besoin de cet argent parce qu'apparemment, il vit très très bien à Saint-Louis avec l'argent du contribuable parce qu'il a loué ses maisons à l'État du Sénégal. Oui, il a loué les 2 buildings plus 3 étages qu'il a construits là-bas, l'un au ministère des Mines, l'autre au ministère des Sports. C'est une affaire de famille, quoi. C'est l'État privatisé, c'est l'État patrimonial dont parle Jean-François Bayard quand il parle des ventriloques qui sont au pouvoir en Afrique. Donc, écoutez, vous savez, vous évoquez le cas d'Aïssata Tall Sall. C'est une honte. Et j'attends que dans ce cas précis, une action soit prise. Je ne veux pas de blabla. Bon. En tout cas, merci beaucoup, M. Adama Gueye, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour tous ces éclairages. Nous savons que cette émission, avec toute la modestie que nous avons, Richard, entre au palais présidentiel, c'est beaucoup écouté. Les podcasts vont tourner. Donc, Moïse Sarr, d'ailleurs, ministre du Sénégal de l'Extérieur, aussi est un auditeur, comme Babacar Ba, son propre conseil. Donc, j'espère tout simplement que cette affaire de Marseille sera tirée au clair. Mais juste une toute dernière question. Permettez que je remercie quand même... que je remercie vos auditeurs. Oui, mais j'aimerais juste, avant que vous les remerciez, vous poser une toute dernière question. Je sais que vous n'êtes pas nihiliste et M. Macky Sall est là depuis 2012. Pourriez-vous tout simplement nous donner un fait concret de ce qu'il a réussi de bien au Sénégal? Mais vous savez, franchement, je ne suis pas ici pour donner un badge d'honneur ou un certificat d'honneur à Macky Sall. Je ne suis pas nihiliste. Je parle des faits. Donc, je ne vais pas essayer de contourner ou de retourner les faits pour essayer. Mais qu'est-ce qu'il a fait de bon? Rien. Il a passé son temps à voler, à détourner le ressources naturelles, à nommer à la tête de nos institutions et de nos instances des gens qui sont prêts à faire, n'est-ce pas, la sale besogne à son profit. De grâce, je ne tomberai pas dans le piège de lui décerner le plus petit satisfecit qui soit. Nous sommes à une heure grave. Nous sommes dans une période où le monde entier envisage la lutte contre le Covid, notamment vous évoquez le vaccin qu'il veut introduire, mais nous sommes également à une période où il faut penser au post-Covid. Il faut penser à la 4e révolution industrielle qui va s'en venir avec, n'est-ce pas, la révolution digitale, l'intelligence artificielle, les mutations planétaires dans le régionalisme économique, dans l'organisation du commerce international, dans le commerce des services. Ces grandes problématiques-là nous interpellent. Les histoires de ce petit Macky Sall ne m'intéressent pas. De grâce, je ne serai pas là à lui jeter une fleur quelconque. Au moins, c'est clair et c'est dit. Voilà, on vous laisse finir.
avec nos auditeurs. Non, moi, je voulais juste dire une chose. Je salue mes compatriotes en leur souhaitant encore une fois une bonne année. Tous mes voeux de santé d'abord, tous mes voeux de bonheur familial, tous mes voeux de courage pour faire face à cette situation adverse et difficile que la plupart d'entre eux vivent dans la décence, dans une souffrance silencieuse, mais en leur disant attention, c'est dans la pénombre qu'il faut sortir une bougie pour qu'on commence à trouver le début de la lumière. Et on dit que la période la plus noire de la nuit, c'est avant l'aube, c'est avant que les premiers rayons de soleil ne surgissent. Aujourd'hui, nous sommes dans cette période obscure de la vie de notre pays. Très bientôt, en faisant montre de courage, nous commencerons à voir les signaux qui vont nous permettre de trouver la voie vers laquelle nous devons nous orienter pour redonner un espoir à notre pays. Nous avons du talent, de la ressource, du savoir, du savoir-faire, de la décence et nous avons surtout à cœur notre pays. Il faut que nous fassions en sorte que les usurpateurs qui l'ont pris en otage en soient éjectés, que les comptes dus soient faits et que nous reprenions le métier sur l'ouvrage pour que le Sénégal ne soit pas, disons, absent, comme avait l'habitude de dire Léopold Sédar Senghor, du rendez-vous, non pas du donner et du recevoir, mais du rendez-vous de l'universalisation qui est en cours sous nos yeux et qui se prépare avec de grandes mutations disruptives qui risquent d'emporter dans la poubelle de l'histoire ceux qui ne se seront pas préparés. Nous avons la capacité de participer à cette histoire qui se fera en bien, la mondialisation en bien. Faisons tout pour que cela soit le cas, plutôt que d'être victime de ce genre de pouvoir qui n'aurait jamais dû être en place à la tête de notre pays. C'est ça la vérité que je souhaiterais dire avant de conclure. Encore une fois, tous mes voeux à tous et à vous, Lamine, merci. Merci de m'avoir beaucoup. donné la chance, depuis le Caire, je le signale, en tant qu'exilé, contraint d'être exilé, de parler à mes compatriotes. J'aurais préféré pouvoir le faire à l'intérieur de mon pays, mais je sais que le Sénégal n'est plus un État sûr, n'est plus un État de droit, c'est un État de non-droit, c'est un État néant par rapport à ses institutions, par rapport à ses valeurs patrimoniales importantes. Et c'est pour ces raisons qu'en me donnant l'occasion de parler à des Sénégalais, c'est un honneur et une chance que vous m'offrez et je ne saurais vous remercier assez de cette opportunité que vous m'avez donnée. Merci, et je ne sais pas comment on dit merci en marseillais, mais en tout cas, je vous laisse le dire vous-même. Ça va, on dira merci, on est craint dégueu. Voilà, merci beaucoup Adama Gaye, vraiment merci de nous avoir fait l'honneur en tout cas donc de vous exprimer sur cette antenne de Radio Galère de l'émission Le Plateau du Sénégal. On vous dit tout simplement bonne année, bonne continuation et sachez que nous serons toujours là pour vous donner le micro. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, donc merci beaucoup Richard, merci à tous les auditeurs, donc merci à Ndeye Satala Diop donc, qui a préféré écouter religieusement, merci vraiment à vous tous, vous avez été assez nombreux donc, à nous écouter, à nous encourager et puis je vous dis que ça va continuer. Samedi prochain, notre invité sera le tonitruant avocat Maître El Hadj Diouf, donc Maître El Hadj Diouf sera notre invité samedi prochain. En tout cas, écoutez, 2021 commence bien Richard pour nous parce que nous allons chercher les meilleurs, nous allons chercher ceux qui sont là pour nous éclairer, ceux qui sont là pour l'intérêt général du Sénégal. En tout cas, on le fera au maximum pour que vous soyez tout simplement assez instruits. On va continuer à faire ce qu'on appelle une émission où il y aura plus de discipline, d'éveil et de réflexion. Et comme le dit le proverbe africain, un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Donc, nous essaierons d'aller chercher en tout cas tous ces hommes donc, de culture. Bonne émission, encore une fois de plus, bonne année et je vous dis à samedi prochain.